Bonjour à tous, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Tout le monde entend bien, c'est bon? Je suis très content de vous voir tous à Lyon aujourd'hui. C'est la deuxième édition du salon de l'étudiant en droit que je fais à Lyon. C'était ma toute première conférence l'an dernier que j'ai faite. C'était pas ici même, mais c'était à l'hôtel Mercure à Lyon. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu complètement différent. C'est pas tous les jours que je peux faire une conférence au 32e étage du Radisson Blu à Lyon. Donc merci à tous d'être venus pour rendre ça possible. Et puis merci surtout à Constance et à toute l'équipe qui l'encadre pour avoir permis de rendre tout ça possible. Le thème aujourd'hui, c'est trouver sa voie. Et c'est un thème qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a concerné dans le mauvais sens, dans le sens où je ne trouvais jamais ma voie. D'ailleurs, c'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai un sentiment un petit peu bizarre parce que j'étais toujours la personne, moi, indécise dans ma vie et auprès de mon entourage. Si vous demandez à mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, mes proches, et qu'ils savaient que je faisais une conférence aujourd'hui sur trouver sa voie, ça les ferait un petit peu rire. Et si vous voulez un exemple, c'est un petit peu comme si toute votre vie vous étiez mal organisé et puis que vous vous retrouvez à faire une conférence sur l'organisation. C'est un petit peu le sentiment que je peux avoir aujourd'hui. Sauf qu'en fait, c'est marrant parce que ça s'est accéléré d'un coup. Parce que donc à partir du moment où j'ai cherché à trouver ma voie, je pense que comme vous, c'est arrivé vers la 4e, 3e, ça arrive tôt. Je me rappelle en 4e, en éducation civique, on me faisait feuilleter des magazines pour trouver ma voie. Trouve ton métier, Grégoire, trouve un secteur qui te plaît, trouve tes qualités, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à chercher ma voie. Et dites-vous que de la 4e à mes 20 ans, j'étais toujours hyper indécis. J'ai jamais su ce que je voulais faire plus de 3 jours d'affilée. Et les seuls moments où je me suis dit, là c'est bon, je sais ce que je veux faire, ça a duré un an et demi, grand max. Donc je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose comme ça ou si vous êtes encore dans cette phase-là, mais sachez que j'ai été vraiment indécis très longtemps. Et tout s'est accéléré d'un coup, vers l'âge de mes 20 ans. Et c'est justement cette phase très courte en fait de quelques mois, où je suis passé de la personne la plus indécise de mon groupe à la personne la plus convaincue de mon groupe de ce qu'il voulait faire plus tard. Alors même si maintenant, je ne sais pas exactement quelle direction je vais donner à ma vie dans les prochaines années, disons que ma vie elle a quand même beaucoup plus de sens depuis quelques années et que je prends beaucoup plus de plaisir dans l'activité que je fais. J'ai trouvé ce qu'on appelle ma passion. Et je trouve des activités régulièrement dans mon métier qui me plaisent. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. J'aurais aimé que le Grégoire de 17 ans, il sache que, écoute, à 23 ans, tu vas faire quelque chose qui te plaît. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très bien. C'est un bel accomplissement pour quelqu'un qui, avant, galérait toujours à trouver quelque chose qu'il voulait faire. Et donc, c'est cette période que j'aimerais, sur laquelle je suis revenu lorsque j'ai préparé cette conférence, parce qu'en quelques mois, donc, je suis passé d'un extrême à l'autre, et j'aimerais vous donner un petit peu les ingrédients, la formule magique, on va dire, que j'ai essayé de trouver lorsque je suis passé de ce stade de personne qui sait rien faire, qui sait pas ce qu'il veut faire, à personne qui a enfin trouvé quelque chose qui a du sens pour lui. Et j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, c'est que à la fin de la conférence, j'ai 4 conseils pour vous, 4 conseils négatifs, dans le sens où ça va être des ne pas, parce que je sais pas, à chaque fois que je donne des conseils, j'ai l'impression que on n'entend que l'opposé. Lorsqu'on vous dit ne pas fumer, vous entendez fumer, enfin on entend toujours l'inverse parfois du conseil qu'on donne. Donc en gros, je vais vous donner 4 conseils, et si vous appliquez ces conseils sur un an, après avoir entendu cette conférence, et que vous n'avez pas trouvé des pistes, vous pouvez m'envoyer un mail et me dire que vous n'êtes pas content de cette conférence et qu'elle n'a servi à rien et que c'était nul, que c'était une perte de temps. Et si à l'inverse, comme j'imagine que ce sera le cas, vous trouvez des pistes, vous pouvez m'envoyer un mail aussi pour me dire que c'était bien et que vous étiez à Lyon au 32e étage du Radisson Blu pour cette conférence et que ça vous a été utile. En tout cas, j'espère que ce sera l'issue de cette conférence. Et sachez que normalement également, si j'ai bien fait mon travail, à la fin de cette conférence, on arrivera tous ensemble à la conclusion que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, c'est que vous passez trop de temps sur TikTok. Normalement, si le travail intellectuel de stratégie, de planification de cette conférence a été bien fait, on arrivera tous ensemble à cette conclusion. Alors, 4 raisons pour lesquelles vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. La première, elle est un petit peu, c'est une entrée, c'est un petit bonus, elle compte pas vraiment. C'est surtout la dernière qui est importante, donc retenez bien surtout la dernière. La première raison pour laquelle vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est que vous êtes probablement en révision. Est-ce que ici, j'aurais dû commencer par ça, est-ce qu'il y a des étudiants en droit déjà? Est-ce qu'on a une majorité d'étudiants en droit? Donc qui n'est pas en droit ici? Ok, c'est bien d'être venu, hein. C'est bien d'être venu. Je sais qu'on m'a posé la question, est-ce que ce salon s'est fait exprès pour les étudiants en droit? Non, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, cette conférence, elle n'est pas du tout faite uniquement pour les étudiants en droit. Donc c'est très bien. Et vous êtes en niveau L1? L1? Ok, L2?
L3 et Master 1 et plus. Ok. Qui connaît ma chaîne YouTube ici? Ok. Qui est abonné? Qui n'est pas abonné? Comment ça, toi? Remets la main, j'ai pas vu. Ok, il n'y a plus personne qui lève la main. Non, ça c'est pour mes statistiques à moi. Mais du coup, j'imagine que là, vous avez eu des révisions là. J'imagine au mois de décembre. Moi, vous savez, cette année, j'accompagne 2 étudiants qui sont Léo Roman, donc je suis un peu plus au courant des plannings d'examen. Je sais qu'ils ont eu des révisions récemment et qu'on a passé des examens en décembre. Sachez que je n'ai jamais entendu Léo et Roman, donc ils sont 2 étudiants en L1 et L2 qui sont au fond de la classe, qui se sont mis au fond ici, que vous connaissez peut-être si vous suivez la chaîne YouTube. Je les accompagne cette année et puis on essaie de passer l'année ensemble et de réussir tous ensemble. Sachez que je n'ai jamais entendu Léo et Roman me dire autant de fois qu'ils remettaient en question leur orientation que durant les révisions. Parce que forcément, c'est toujours au moment où on commence à réviser un examen ou plusieurs examens et qu'on a beaucoup de connaissances à apprendre qu'on a envie de remettre tout en question. Parce que si on remet tout en question, il n'y a plus de raison de réviser maintenant. Et en fait, ce phénomène de je suis perdu dans ce que je veux faire et j'ai envie de remettre en question ce que je fais au moment des révisions, c'est hyper commun et c'est hyper fréquent. Et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup vécu et j'aurais tendance à vous dire que les révisions, les remises en question que l'on a pendant les révisions, elles ont beaucoup moins de valeur que les remises en question sur notre orientation que l'on peut avoir en dehors de l'année, en dehors des révisions. Parce que forcément que lorsqu'on commence à rentrer vraiment dans le jeu, on a envie de changer les règles et on a envie de remettre en question tout le jeu. Parce que ça fait partie c'est de la résistance en fait. C'est une énergie qui nous pousse à ne pas faire quelque chose que l'on a besoin de faire mais que l'on est censé faire, typiquement réviser. Donc forcément c'est pénible de réviser. Donc forcément quand on a besoin de réviser toute la journée pendant des jours, on a envie de remettre en question tout le jeu qui nous fait jouer, qui nous impose des règles. Donc j'aurais tendance à vous dire que si aujourd'hui vous avez des remises en question sur votre orientation lors des révisions, c'est pas trop grave parce que ça fait vraiment partie du processus. Et si par contre vous avez tout au long de l'année des remises en question sur votre orientation mais de manière régulière et qui sont assez profondes, qui vous font vraiment remettre en question ce que vous faites et vous enlèvent le plaisir d'aller à la fac, tout ce processus d'aller à la fac, de réviser, etc. J'aurais tendance à vous dire que dans ce cas-là, vos remises en question, elles ont du sens, elles ont du poids et il faudrait les prendre en compte. Par contre, si seulement au moment du mois de novembre par exemple ou au mois de mars, lorsqu'arrivent les examens, vous commencez à remettre en question votre orientation, dans ce cas-là, j'aurais tendance à vous dire qu'elles ont moins de valeur. Ok ? Vous avez ressenti ça, juste hocher la tête, ne levez pas la main, mais ok? Ou on est d'accord que pendant les révisions, c'est toujours ce moment-là où on a envie de remettre en question l'orientation. Ok, je suis pas le seul. De toute façon, je vais vous faire une confidence. En fait, je suis assez à l'aise pour parler de choses que moi j'ai vécues quand j'étais étudiant, parce que la grande découverte de ma chaîne YouTube, au fur et à mesure des années où j'étais étudiant, maintenant je suis plus étudiant depuis 1 an et demi, mais j'ai... on n'a pas vu le deuxième point? Oh, putain. C'était le 4e point le meilleur en plus. Et du coup, la grande découverte de ma chaîne YouTube, c'est que, en fait, tout ce que j'ai vécu lorsque j'étais étudiant, toutes les pensées que j'ai eues, je suis sûr que tout le monde ici individuellement les a eues. Et pas au même moment. C'est juste qu'on les a parfois en première, deuxième, troisième année, mais absolument toutes les réflexions que j'ai eues lorsque j'étais étudiant, on les a eues. Et dans l'amphi, on s'en rend pas compte parce que tout le monde est focus sur le cours, tout le monde est focus sur la prise de notes, et on a l'impression d'être des robots lorsqu'on est entouré d'étudiants et qu'on connaît pas tous les étudiants de notre amphi, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir des pensées comme ça, alors que tout le monde les a eues. Et moi, toutes les pensées que j'ai eues, je les ai... En fait, ma chaîne YouTube, c'était juste le fait d'avoir des pensées et de les partager, et puis ensuite de me rendre compte que tous les étudiants autour de moi les avaient. Donc en fait, je suis assez à l'aise lorsque je vous parle de toutes ces choses-là, des problèmes de questionnement d'orientation que j'ai eu au cours de mes années d'études, parce que je suis sûr en fait qu'on les a tous eus. Et sachez, si vous êtes en première, surtout si vous êtes en première, deuxième année, lorsque vous venez d'arriver à la fac, que toutes les personnes autour de vous, elles ont les mêmes pensées, mais qui arrivent à des moments différents. Et donc il y a beaucoup de chances, si au moment des partiels, vous commencez à remettre en question votre orientation et que vous commencez à avoir du mal à réviser, que vous rencontrez beaucoup de résistance lorsque vous devez réviser, c'est normal. Tout le monde les a eus. C'est juste que comme on arrive à la fac, on ne connaît pas grand monde et la fac c'est un milieu assez individualiste, on n'a pas beaucoup de personnes avec qui en parler et donc on ne peut pas se conforter dans le fait qu'on est tous à avoir les mêmes pensées et à avoir plus ou moins les mêmes problèmes lorsqu'on parle en matière de révision, en dehors des problèmes personnels, familiaux qui sont tous différents parce qu'ils c'est un contexte extrêmement différent. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Lorsque vous avez des remises en question en révision, ne les prenez pas trop au sérieux. Je pense que le timing des émotions que l'on ressent, enfin, les émotions que l'on ressent dépendent du timing aussi où on les a, et je pense que les émotions qu'on a lors des révisions
période très émotionnelle, chargée d'efforts, chargée d'émotions. C'est pas une période où il faut prendre à cœur tout ce que l'on ressent. C'est une période où on ressent plus d'émotions que la moyenne et qui n'est pas une période que l'on devrait considérer comme forcément étant la vérité lorsqu'on ressent quelque chose en révision. Okay, d'ailleurs, vous remarquez que dès que vous êtes sorti des révisions et dès que vous avez rendu votre dernière copie et que vous recommencez à prendre votre vie normale, vous n'avez plus forcément les mêmes pensées que 2 jours avant. Parce que vous étiez dans une période différente que sont les révisions. Donc, ne prenez pas trop les remises en question sur l'orientation et de manière générale toutes les remises en question que vous avez lors des révisions. Si par contre vous en avez au moment des périodes normales et à des moments réguliers dans l'année, là vous pouvez les prendre plus au sérieux parce que vous avez peut-être une réorientation à faire ou des vraies questions à vous poser sur l'orientation. Ok, ça c'est la première raison. Maintenant je vais être un peu plus dur, un peu plus sévère parce que c'est une réponse que je donne souvent lorsqu'on me pose des questions sur l'orientation. C'est Grégoire, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et la question que je pose à chaque fois, c'est combien de minutes tu passes chaque jour à penser à ton orientation? Parce que j'ai fait le calcul, dans une journée il y a 1440 minutes. Et si vous enlevez les heures de sommeil, ça en fait forcément un petit peu moins. Mais à partir du moment où on sait qu'on a 1440 minutes dans une journée et qu'on ne passe pas 5 minutes de ces 1440 minutes et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie, on ne peut pas se plaindre de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'on n'oriente même pas nos pensées vers ce quelque chose sur lequel on a envie de progresser. En fait, j'ai l'impression que dans les personnes qui se plaignent de ne pas savoir ce qu'elles ont envie de faire, il y en a aussi juste beaucoup qui, au fond, n'ont pas réellement envie, comme si elles n'avaient pas réellement envie de savoir ce qu'elles avaient envie de faire, mais comme si elles voulaient donner l'impression et se donner l'image auprès de leur entourage qu'elles cherchent, en fait. Mais au fond, lorsqu'elles analysent, et c'est pour ça que on reparlera de TikTok, j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, mais de manière générale des réseaux sociaux, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils vous empêchent de diriger vos pensées vers quelque chose. On vous donne quelque chose sur lequel on va mettre votre attention et vos intentions vont être déterminées par ça. Alors que si vous voulez savoir ce que vous avez envie de faire de votre vie, c'est un principe clé, mais il faut que les premières pensées que vous avez dans votre journée soient dirigées vers ça. Il faut que vos intentions soient dirigées vers ça, il faut que votre attention soit dirigée vers ça, et plus que votre attention, il faut aussi que votre temps soit dirigé vers ça. Et de manière générale, la vie va récompenser les personnes qui, de manière intensive, va récompenser les personnes qui font de quelque chose une priorité et va rendre le quotidien des personnes qui sont toujours à chercher plus ou moins plein de choses en même temps mais jamais en train de faire de quelque chose une priorité, va rendre le quotidien plus fade en fait. Moi, les phases de ma vie où j'étais le plus heureux et où j'ai trouvé le plus de sens, notamment lorsque je cherchais ce que je voulais faire de ma vie, c'est lorsque ma priorité c'était je me levais le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et ensuite, je vais mettre en place des exercices pratiques pour trouver ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et c'est pas des trucs hyper scolaires, hein, on va en parler après, mais moi, les exercices qui m'ont permis de trouver ce que je voulais faire, c'est assez cool. Par contre, ça demande d'être moins distrait et d'orienter ses pensées vers ça, vers notre priorité, ce qui est en l'occurrence aujourd'hui, parce que c'est le thème, trouver ce qu'on a envie de faire de notre vie. Mais de manière générale, si vous faites de quelque chose votre priorité et que vous orientez énormément de vos pensées vers ça et énormément de votre temps vers ça, vous allez progresser beaucoup plus vite que la moyenne des personnes qui, par-ci par-là, se demandent ce qu'elles ont envie de faire de leur vie, mais n'y accordent pas trop l'attention ni le temps. Okay, donc, ça paraît un peu... ça fait comme si je vous faisais un peu la morale, mais c'est pas le cas, mais juste entre vous-même, entre vous et vous, lorsque vous êtes devant le miroir et que vous vous dites « je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie », essayez d'estimer le temps que vous avez passé les derniers jours et les dernières semaines à réellement réfléchir à ça. Et si c'est pas plus de 5 minutes par jour, pas plus de 10 minutes par jour, ben, vous pouvez vous prendre... Wow. Attendez, je vais boire un petit peu. Il fait chaud, hein. Vous mettez la pression, en plus vous êtes hyper nombreux. Du coup, voilà, lorsque vous remettez en question votre orientation, essayez d'estimer le nombre de minutes que vous avez passé à réfléchir réellement à ça. Et si c'est moins de 5 minutes, 10 minutes, bah dans ce cas-là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même en fait. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, que j'ai cherché à me parler lorsque je trouvais pas ce que je voulais faire, parce qu'il y a un moment aussi où j'étais énervé contre moi-même. Et c'est aussi pour ça que ce conseil, il fait un peu plus la morale que les autres. C'est parce qu'à un moment, je me suis regardé devant le miroir, justement, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Je me suis dit, écoute Grégoire, il y a un moment... tu te plains d'être toujours la personne qui est indécise et tu reproches à ton entourage de te refléter cette image, mais cette image, elle vient de toi, parce que tu n'as jamais passé vraiment du temps à savoir ce que tu voulais faire, et tu t'es jamais réellement posé la question, et tes intentions, elles sont plutôt tournées vers, à cette époque-là, les réseaux sociaux,
les jeux vidéo ou des choses qui étaient des distractions, mais qui n'avaient pas m'aider à me rapprocher de la vérité. Donc ça a été une erreur que j'ai faite, c'était de penser que je cherchais ce que je voulais faire, alors qu'en fait, je passais mon temps à me distraire. Okay, ça, c'est le deuxième conseil, c'est avant de chercher réellement ce que vous voulez faire et de penser que vous êtes quelqu'un d'indécis, essayez de penser d'abord à estimer le temps que vous passez à réellement réfléchir à cette question. Et ça, peu importe le sujet, hein, que vous vouliez vous améliorer dans un sport, dans un domaine, une discipline, estimez le temps que vous passez à réfléchir à ça et l'attention que vous donnez à cette chose. Et si vous en faites votre priorité, je peux vous assurer que vous allez progresser à vitesse grand V. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on parle d'un sujet aussi vaste que le fait de trouver sa voie, c'est d'avoir des inspirations, d'avoir des mentors de manière générale. Alors pour moi, il y a deux formes de mentorat, même si moi je considère que j'ai jamais eu un mentor parce que je pense que, je sais pas, la vision que vous avez du mot mentor, par exemple, moi j'aimerais pas être considéré comme un mentor. Pour moi, un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui suit la personne et qui limite lui impose une route qu'elle doit prendre et qui a vraiment le pouvoir sur la personne qui est mentorée. Quand je vous dis d'avoir un mentor ou des inspirations, c'est plutôt il faut que vous compreniez que c'est un domaine hyper large, le fait de savoir ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Surtout dans notre époque où il y a 10 000 voies différentes. Le thème de la conférence est de trouver sa voie. C'est plus dur de trouver sa voie lorsqu'on a beaucoup des voies. Et dans notre métier, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle également en ce moment, mais il y a des voies qui s'ouvrent, il y a des voies qui se ferment. C'est une génération qui est extrêmement intéressante, mais c'est une génération où il y a beaucoup plus de voies qu'à l'époque de mes parents, où je pense qu'à mon âge, à l'époque de mes parents, 24 ans, j'ai dit 23 ans avancé, j'ai 24 ans aujourd'hui, à 24 ans, tout le monde avait sa voie, quasiment à l'époque de mes parents. Alors qu'à mon époque, moi, ça ne me choquerait pas si un de mes amis n'avait pas encore trouvé sa voie à 24 ans. Et ça ne me choquerait pas que vous, ce soit votre cas à 20 ans, 21, 22, même, et surtout encore plus, 18, 19. Donc moi, ça ne me choque pas. Mais donc, dans notre époque, si on remet les choses dans notre contexte et qu'on arrête de se comparer à l'époque de nos parents qui était une génération différente, avec peut-être moins de voix, moins de choix. Et on connaît aussi le paradoxe du choix qui fait que plus on a des choix, plus c'est difficile de faire des choix parce qu'il y a de plus en plus de voix. Si on part de ce contexte-là, on ne peut pas partir du principe, je ne pense pas qu'on puisse partir du principe qu'on puisse trouver sa voie tout seul. Je pense qu'on a besoin d'inspiration, de personnes qui vont nous inspirer et des mentors. Alors, il y a vraiment deux types d'inspiration. Il y a pour moi les inspirations c'est-à-dire qu'on a un modèle qui est présenté par une personne et on va le recopier à 100%. Ça, c'est ce qui se passe parfois dans les familles où il y a des traditions de père en fils, de mère en fils, de parents, d'ascendant à descendant pour les étudiants en droit. En gros, on va avoir des modèles qui sont présentés, des entreprises familiales qui sont créées et dans ce cas, la passion va se transmettre comme ça de génération en génération. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai connu, mais c'est quelque chose qui existe. C'est une inspiration comme une autre et c'est bien d'avoir dans sa famille des personnes qui nous proposent de faire quelque chose que l'on se verrait bien faire. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Dans ma famille, j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent. J'ai une famille de professeurs et je me suis toujours dit que je n'allais pas être professeur. Mais je sais que dans ma famille, comme il y avait beaucoup de professeurs, la passion de l'enseignement, elle était là et c'est bien. C'est bien d'avoir un modèle comme ça qui nous est proposé même parfois hyper tôt dans la vie. Moi, ce n'était pas mon cas. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir des inspirations, vous, si vous êtes plutôt dans cette catégorie de personnes qui... Vous n'avez jamais trouvé une personne qui vous donne tellement d'inspiration que vous vous dites « je veux faire exactement la même chose que cette personne ». Mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir des inspirations, d'avoir des personnes qui font quelque chose que vous pourriez vous voir faire. Et dans ce cas-là, votre rôle, c'est d'identifier ce que vous aimez chez ces personnes. C'est de savoir qu'est-ce qui m'inspire chez cette personne, pourquoi est-ce que cette personne, elle me donne assez envie de faire ce métier. Est-ce que c'est le métier en lui-même ou est-ce que c'est les compétences qu'il y a derrière? Est-ce que c'est plutôt le charisme de la personne? Est-ce que c'est plutôt les compétences, le parler de cette personne, les mots qu'elle utilise? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est relatif au métier ou à la personne? Ça, c'est plein de questions à se poser intéressantes lorsqu'on cherche à savoir ce que l'on veut faire de notre vie. Moi, par exemple, il y a aussi de la chance qui joue là-dedans, parce que moi, j'ai eu de la chance. Je vous parlais des jeux vidéo tout à l'heure. Moi, au cours de mon lycée, j'étais pas du tout la personne que vous pouvez voir dans les vidéos YouTube actuellement. J'étais un gamer, comme on dit. J'étais un gars qui jouait toute sa journée aux jeux vidéo. Je jouais à Minecraft et Call of Duty, pour ceux qui connaissent. Donc moi, je suis de 98, donc c'était vraiment les jeux de ma génération. Et à cette époque-là, moi, je suivais des youtubeurs, mais des youtubeurs gaming, qui ensuite, parfois, ont eu un contenu plus mature, ont évolué, ou alors juste ont parlé d'autres youtubeurs qui, eux, m'ont amené vers les youtubeurs qu'on pourrait dire plus
développement personnel ou plus poussé vers l'amélioration de soi, et aussi le sport. Parce qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de youtubeurs gaming qui font du sport, et moi, ça m'a donné l'envie d'aller à la salle de sport et de trouver des inspirations dans le milieu du sport, etc. Donc, il y a aussi un facteur chance qui joue forcément, mais toutes ces personnes que j'ai rencontrées au cours des dernières années, que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai parfois, parce que j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer au travers de conférences ou je pense à Jurixo notamment, qui était quelqu'un que je suivais il y a quelques années lorsque j'étais étudiant en droit, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a été une inspiration dans le sens où il a commencé à faire des vidéos alors qu'il était étudiant en droit. Ça, c'est une inspiration. Mais il n'y a pas une personne qui m'a inspiré et qui m'a dit « Regarde Grégoire, tu vas prendre cette voie-là ». Par contre, j'ai eu plein d'inspirations de personnes, et j'en ai toujours, qui m'ont poussé à aller dans une certaine direction. Et ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous n'avez jamais trouvé une personne qui vous inspire au point de faire exactement la même chose, je vous invite à chercher ce que vous aimez chez des personnes qui vous inspirent pour essayer de trouver votre voie comme ça. Parce que si on renverse un petit peu le conseil, c'est hyper prétentieux, selon moi, de penser que l'on peut réussir à trouver sa voie soi-même, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc, si vous ne voulez pas être aussi arrogant de penser que vous allez pouvoir trouver tout vous-même, partez du principe que vous allez chercher des inspirations qui vont vous aider à peut-être modifier d'1% la trajectoire de votre vie, ou d'aller dans un domaine, même carrément, changer carrément de domaine de vie, mais de trouver le meilleur des personnes qui pourraient vous inspirer, et surtout de savoir pourquoi est-ce que ces personnes vous inspirent, plutôt que de vous dire « oui, cette personne m'inspire », sans réellement savoir ce qui vous plaît chez cette personne. Okay, donc ça, c'est le conseil des inspirations et des mentors. Trouver des inspirations, trouver des mentors. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, et j'aurais jamais pu être dans la position dans laquelle je suis et de trouver quelque chose qui me plaisait si j'avais pas cherché des personnes et eu la chance de tomber sur des personnes qui faisaient ce qui leur plaisait. Okay, surtout la puissance des réseaux sociaux. Donc là, je tapais un petit peu, j'ai tapé, ça va, j'ai pas non plus... J'ai pas encore atomisé les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est un peu contradictoire parce que je suis un gars sur les réseaux sociaux, donc je passe beaucoup de temps dessus en tant que personne qui va produire du contenu. Mais c'est vrai, et j'en reparlerai à la fin de cette conférence, depuis ces derniers temps, j'ai passé vraiment beaucoup moins de temps sur les réseaux parce que je veux aussi le meilleur pour moi et je veux le meilleur pour vous, et je pense sincèrement que ma vie est plus simple, plus agréable, a plus de sens depuis que je passe moins de temps sur les réseaux. Mais il faut quand même avouer que j'ai trouvé beaucoup d'inspiration sur les réseaux. Je pense que vous avez entendu beaucoup la phrase « on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus ». La beauté de la génération dans laquelle on est, c'est qu'on peut avoir des inspirations de personnes qu'on ne rencontrera peut-être jamais dans notre vie. Et il y a très peu de chances, si 99% de votre entourage, ce sont des personnes passionnées, ce sont des personnes compétentes, ce sont des personnes qui vous poussent vers le haut, il y a très peu de chances que dans 5 ans, vous ne soyez pas une personne qui ait récupéré au moins 50, 70, 80% de ce que ces personnes avaient à vous apporter. Même si vous ne suivez pas ces personnes au quotidien, même si vous ne les avez jamais vues de votre vie. Mais le fait de suivre des personnes sur les réseaux, même si évidemment vous ne verrez que ce que les personnes ont envie de vous montrer, vous pouvez quand même prendre de l'inspiration de personnes. Et moi, je viens d'une ville qui s'appelle Caen, j'ai fait mes études à Caen. C'est pas une très grande ville, il n'y a pas énormément de réseaux à se créer à Caen, encore moins dans le milieu de YouTube, plus dans le monde juridique, parce qu'il y a plus d'acteurs du droit à Caen que de youtubeurs, mais c'est une petite ville et j'ai toujours vécu dans des petites villes. Par contre, grâce au réseau, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont inspiré, et ça, c'est quelque chose que je dois rendre aux réseaux sociaux parce que c'est une chance qu'on a dans notre génération. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'autre côté qui est de passer trop de temps sur les réseaux, se comparer et commencer à avoir des complexes. Mais ça, on pourra en reparler dans le conseil d'après. Ok, donc ne partez pas du principe que vous allez affronter ça tout seul, de la même manière que lorsque vous partez dans un projet ambitieux, comme une transformation physique. Je ne pense pas que vous partiriez dans un projet de transformation physique sans coach sportif ou sans au moins regarder des vidéos sur YouTube sur le sport, la musculation, etc. C'est pareil pour n'importe quel projet. Si vous partez... je parle de la transformation physique parce que je parle de choses qui moi, m'ont marqué dans ma vie, mais pareil, si je prends l'exemple du voyage, vous ne partiriez pas faire un voyage outre-Atlantique sans personne qui a déjà fait au moins une fois ce voyage ou qui a un minimum d'expérience ou sans vous former un minimum sur le sujet. Le fait de trouver sa voie, c'est un voyage, et vous avez besoin de personnes qui vont vous aider, qui sont en avance sur vous et qui ont des choses à vous apporter, ou juste qui vont vous augmenter, qui vont vous faire rester de bonne humeur, parce qu'on a besoin, c'est un long processus, le fait de trouver ce qu'on a envie de faire, le fait de savoir qui on est, les deux sont liés. Donc il faut trouver des personnes qui rendent le processus plus simple. Et si vous pouvez en trouver sur Internet, moi je trouve ça très bien. Ok ? Ça, c'était le conseil des inspirations et des mentors. Et je voulais aussi vous parler, et c'est
surtout ça le point en fait de cette conférence. Si je devais résumer cette conférence en un point, c'était surtout celui-ci. C'est celui-ci qui m'a permis de savoir ce que je voulais faire de ma vie. La raison, outre toutes les raisons qu'on a vues plus tôt, la raison pour laquelle je serais prêt à parier que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, c'est que vous ne vous ennuyez pas assez. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le problème des distractions. Si je dois vous donner un conseil qui là je sors de mon script, c'est purement mon expérience personnelle. Si je peux vous donner un conseil d'humain à humain, sachant qu'il y a 3 ans, il faut partir du principe qu'il y a 3 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube, et il y a 3 ans et 6 mois, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Okay, partez de ce principe-là. Ne regardez pas ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai pu faire aujourd'hui et à quel point, je ne sais pas l'image que je projette de moi, mais à quel point l'image que je projette de moi est l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Partez du principe que la personne qui vous parle maintenant, c'est le Grégoire d'il y a 3 ans et 6 mois qui ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire de sa vie. Okay, le problème que j'avais à cette époque-là et que je ne savais pas, c'est que je passais trop de temps à me distraire. Donc j'en ai un petit peu parlé avec les intentions avant. En gros, mes intentions, lorsque je me levais, n'étaient pas dirigées vers le fait de trouver ma voie. Donc forcément que je n'avais pas, en anglais on appelle ça un output, il y a les input et output. En fait c'est très simple, si vous mettez les bons inputs, vous allez avoir les bons outputs. Ça sonnait beaucoup mieux lorsque je le révisais dans le couloir. Non, en gros input c'est juste que faut voir ça comme un tuyau et vous allez forcément récolter, c'est mieux cet exemple, vous allez forcément récolter ce que vous semez. Et si vous n'avez pas les bonnes intentions, vous n'allez pas avoir les bonnes actions après, vous n'allez pas avoir les bonnes réflexions. Et donc, pour revenir à ce que je voulais vous dire sur le Grégoire d'il y a 3 ans et 6 mois qui ne savait pas ce qu'il voulait faire. Ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là, ce que j'aurais aimé que quelqu'un me fasse, c'est qu'il me prenne mon téléphone, qu'il me mette en mode avion et qu'il me dise « va te balader et sors de chez toi ». Parce que les pensées les plus intéressantes que j'ai eues de ma vie et que j'ai toujours aujourd'hui, c'est les pensées que j'ai eues soit après m'être baladé, soit après avoir lu, soit après avoir une discussion intéressante avec une personne intéressante. Et ça paraît tout simple et ça paraît bateau parce que les 3 choses que j'ai dites étaient gratuites. Se balader, lire, il faut acheter le livre, mais vous avez compris, ce n'est pas une activité extrêmement chère. Et parler avec des personnes intéressantes, ça c'est limite la plus compliquée parce que non pas que les personnes autour de nous ne sont pas forcément intéressantes, mais une discussion intéressante, c'est un contexte important avec une personne qui est adaptée pour répondre à nos besoins, une personne qui pourrait être notre mentor, entre guillemets, et ça c'est pas facile à trouver. C'est pour ça que moi j'en ai trouvé beaucoup sur internet. Et donc, ce que j'aurais aimé savoir à cette époque, et ce que j'ai commencé à faire il y a 3 ans et 6 mois, qui explique que j'ai eu après l'idée de lancer ma chaîne YouTube, c'est que j'ai passé énormément de temps à me balader. J'ai passé énormément de temps à me balader, j'ai passé énormément de temps à écrire, et j'écrivais des trucs très simples. Je parle de plus en plus de cette habitude d'écrire, parce que moi ça m'a beaucoup aidé, mais juste, dites-vous que si aujourd'hui j'ai réussi à trouver ce que je veux faire de ma vie, c'est qu'il y a 3 ans et 6 mois, je partais du principe que lorsque je me levais, je prenais une feuille, comme celle-ci, et j'écrivais 5 idées de choses que je pourrais faire dans ma vie. Et elles n'avaient parfois aucun sens. Il y avait des choses qui, je savais en écrivant que j'allais pas faire ça plus tard. Mais c'est comme si c'était un muscle de créativité. Chaque jour, j'avais des idées qui devenaient de plus en plus précises, de plus en plus intéressantes et de plus en plus probables. En fait, je me voyais de plus en plus faire ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, c'est venu sur le fait d'être youtubeur. C'est comme si c'était un entonnoir de pensée qui, au début, était extrêmement large et complètement déconnecté de ce que je voulais réellement faire à cette époque. Mais j'avais besoin d'avoir ces pensées qui étaient complètement déconnectées pour revenir petit à petit à quelque chose de plus lié à moi, à mon enfance, à ce que j'avais réellement envie de faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le métier que je fais maintenant, j'ai la chance de faire ce que je faisais lorsque j'étais déjà plus jeune, mais que je faisais à titre gratuit dans la cour du collège. En fait, je donnais des conseils en 3e. En fait, je ne l'ai pas précisé, mais je ne sais pas quel rôle vous aviez, vous, au collège ou au lycée. Je pense qu'on avait tous plus ou moins un rôle. Mon rôle a changé du collège au lycée, mais c'est un autre sujet. Au collège, j'étais le confident. En gros, j'étais la personne... Vous aviez un confident aussi en 3e? Ça se dit plus, confident, maintenant? Moi, on m'appelait le confident en fait. On venait se confier et on partageait les problèmes qu'on avait, que ce soit des problèmes de cœur. Donc, lorsque Titouan s'est fait quitter par Elisa en 3e, par exemple, c'était moi qu'on allait voir. Et on me parlait des problèmes d'orientation en 3e. On me demandait on me disait, Grégoire, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je ne lui disais pas que moi non plus, mais j'essayais de trouver des solutions pour cette personne. J'espère que j'ai pu l'aider. Mais du coup, j'étais un peu le confident. Au lycée, j'étais l'homme invisible. C'est différent. J'ai changé de rôle entre les deux. Mais en gros, on avait tous son rôle à jouer. Et moi, j'étais le confident. Et je me suis rendu compte, en fait, que le métier que je fais aujourd'hui, c'est juste le métier que je faisais lorsque j'étais plus jeune et que j'ai fait, on va dire, de manière plus professionnelle. Mais en soi, c'est aussi le message que j'ai compris de la passion, c'est que souvent, la passion, c'est simplement quelque chose que l'on est capable de faire
que l'on soit payé ou non. Et c'est pour ça que c'est intéressant lorsqu'on cherche à faire un truc qui nous passionne de revenir à l'enfance, parce qu'à l'enfance, on était complètement déconnecté du but économique de ce qu'on faisait. On le faisait parce que ça nous plaisait et surtout, on le faisait sans peur du jugement des autres. Moi, lorsque j'étais en troisième et que je donnais des conseils à Titouan, j'avais pas de pression du regard des autres. C'était normal, c'était mon rôle entre guillemets. Alors que lorsqu'on est à la fac notamment, encore plus dans des endroits comme ça, à partir du moment où on est un adulte et qu'on est dans des scènes, qu'on soit dans des amphis ou qu'on soit dans des salles comme ça de conférences, on sent beaucoup le regard des autres et on s'en détache jamais vraiment à 100%, mais c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à un stade de l'enfance où il y avait beaucoup moins ce facteur du regard des autres qui nous impacte énormément lorsqu'on est adulte et qui moi m'a impacté beaucoup, mais que j'ai su mettre de côté pour essayer d'avoir ces pensées justement que j'ai pu avoir lorsque je me baladais, lorsque je lisais et lorsque j'avais des discussions. Et donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment ça, moi, ce qui m'a aidé, parce qu'en fait, ça paraît pas grand-chose. Et même si je vous ai dit que le dernier conseil, c'était le plus important et que c'était ce qui justifiait le fait que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, en fait, je suis obligé de revenir par-dessus parce que c'est vraiment ça qui, moi, m'a aidé. C'est écrire, me balader et parler avec des personnes. Et c'est qu'une question d'affiner ses pensées. Et il y a une citation de James Clear que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre que je suis sûr maintenant vous connaissez parce qu'il a été il était traduit en français, il commence à être très populaire en France, qui s'appelle Atomic Habits, qui a été traduit en français par Un rien peut tout changer, qui est le livre de référence sur les habitudes et que j'ai de plus en plus d'amis qui commencent à le lire, donc je vois qu'il a été plus populaire, il est plus populaire. Ce livre, James Clear, il disait, l'auteur, que la qualité de notre vie était déterminée par la qualité de nos pensées. Et moi, ce qui m'a permis d'avoir des pensées de qualité, des pensées claires, c'est ça. C'est cette habitude, c'est ce trio de balade, écrire et parler avec des personnes. Et tout ça permet d'affiner ses pensées, d'avoir aussi de nouvelles pensées, de les faire entrer dans notre cerveau, de méditer là-dessus. La méditation peut aider également. Mais moi, tout ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir des idées plus claires qui m'ont permis ensuite d'avoir des réelles idées de ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, je pars du principe que si vous êtes dans la même situation que le moi d'il y a 3 ans et 6 mois et que vous faites les mêmes choses que le moi d'il y a 3 ans et 6 mois, vous n'allez pas faire la même chose que moi maintenant parce que je vous souhaite de vous trouver ce qui vraiment vous plaît à vous et de trouver quelque chose qui va vous correspondre, surtout parce que le milieu de l'influence, c'est pas forcément le milieu qu'on imagine lorsqu'on le voit de l'extérieur. Il y a plein d'avantages et il y a plein de trucs très cool, mais je vous souhaite pas tous forcément de faire la même chose que moi. Je vous souhaite de trouver ce qui va vous plaire et qui va satisfaire l'enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Et si jamais vous n'avez pas la chance de faire un métier qui est votre passion, je vous souhaite de faire un métier que vous voyez comme un métier, une profession, quelque chose de professionnel, et d'avoir à côté votre passion. Mais quelle que soit votre situation dans les prochaines années, que vous ayez comme moi ce qu'on appelle un métier passion, où vous avez un métier qui est votre passion, mais que vous devez professionnaliser toujours, donc qui a un équilibre à trouver entre le côté passion et le côté professionnel, et que par exemple, dans les prochaines années, vous êtes, on est entre juristes quasiment, donc je sais pas, avocat, et qu'à côté vous avez un métier plus passion, je vous souhaite d'avoir les deux. Je vous souhaite d'avoir un métier professionnel et une passion à côté. Et si jamais vous avez le potentiel d'avoir un métier qui, lui, est votre passion, je vous souhaite de faire ce métier aussi et de le trouver surtout. Et si vous voulez le trouver, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de faire la même chose que j'ai faite il y a 3 ans et 6 mois, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Tous les amis à qui j'ai parlé de cette routine et avec qui j'ai partagé mon expérience ont ensuite pas forcément trouvé leur métier dans les 2 mois après, dans les 6 mois après, mais ont eu des pensées plus intéressantes. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des pensées intéressantes, c'est d'avoir des pensées qui seront de plus en plus claires et d'avoir des pensées qui viennent de vous. C'est pour ça que je parle aussi des balades, c'est de sortir du regard des autres lorsqu'on est à la fac, qui est extrêmement présent. Et je l'entends même, et je l'ai même encore entendu aujourd'hui, il y a des réponses préformatées qu'on donne à chaque fois qu'on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard en fait. Et on donne des réponses et on n'y croit même pas à ces réponses. Moi, lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire lorsque j'étais en 2e année ou en 3e année, je disais avocat. Mais je disais avocat non pas parce que je voulais vraiment devenir avocat, mais parce que c'était la réponse prédéfinie que j'avais donnée pour pas qu'on m'embête en gros, pour que ce soit juste une réponse qu'on puisse donner dans ce contexte-là. Et cette réponse, elle a changé parce que j'ai toujours eu des réponses préformatées comme ça, mais c'était pas agréable de dire un mot, non pas que je voulais pas vraiment devenir avocat à un moment dans ma vie, j'ai voulu devenir avocat en droit des affaires en Master 1, mais en licence 2, je sais que lorsque je disais que je voulais devenir avocat, moi-même je n'y croyais pas. Et c'était pas agréable parce que c'était une réponse que je donnais par peur du regard des autres. Et donc je vous souhaite de vous libérer de ça et je vous invite donc
à sortir de ça en faisant des balades. Et c'est aussi pour ça, et je reviendrai là-dessus pour terminer cette conférence, c'est que si je vous parlais du fait de ne pas accepter vos remises en question forcément en révision, de ne pas toutes les valoriser, de ne pas toutes les mettre à la même valeur, de ne pas considérer que toutes vos remises en question ont la même valeur, c'est parce qu'il y a un temps pour tout. Et je pense que le timing est important et que lorsqu'on fait quelque chose au bon timing, déjà on le fait mieux, on le fait avec plus de cœur et on le fait avec plus d'efficacité. C'est aussi le problème de la procrastination qui dégoûte le fait de faire une action parce qu'on sent que le timing est passé. Et je pense que le bon timing pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire dans notre vie, c'est pas pendant les révisions, au contraire, c'est au moment où on est le plus loin possible des révisions, c'est-à-dire pendant les vacances et notamment les vacances d'été. Parce qu'on sait que les vacances d'hiver, c'est pas vraiment des vacances en droit. Nous, à Caen, on avait des examens avant les vacances, après les vacances. Donc, je crois que Léo et Roman, ils ont eu un examen le 3 janvier. Donc, à partir de ce moment-là, je ne pense pas qu'on puisse considérer les vacances de Noël comme des vraies vacances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les vraies vacances qu'on a en droit, elles sont en juin, juillet, août. Et même si on est saisonnier, comme j'ai pu l'être les années précédentes, je pense que c'est le meilleur moment pour se remettre en question et remettre en question son orientation. Okay, donc, le timing, pour moi, le plus intéressant pour ça, c'est les vacances d'été. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre votre quotidien étudiant dans les prochaines semaines, de remettre en question, pas forcément votre orientation, parce qu'il y a plein d'autres choses à remettre en question. Il y a votre méthode de travail, il y a votre productivité, votre rapport aux réseaux sociaux, il y a le temps que vous passez à vous distraire de manière générale, sans parler des réseaux. Tout ça, c'est intéressant de le remettre en question. Et tout ça, vous pouvez aussi le remettre en question grâce à la même routine. Balade, lecture, discussion. Tout ça va vous aider à vous rendre compte de ce que vous faites, remettre de la clarté dans ce que vous faites et surtout être conscient de ce que vous faites parce qu'il y a un vrai problème de conscience dans le sens où on ne sait même pas combien de temps on passe sur les réseaux, on ne sait même pas combien de temps on passe à réviser ses cours, on n'a pas de données sur lesquelles s'appuyer en fait. On a besoin de mesurer plus de choses et ça c'est l'opposé de ce que nous cherchent à faire les réseaux sociaux, c'est-à-dire être inconscient du temps qu'on passe à faire les choses. Donc, ce que je vous invite à faire dans les prochaines semaines, c'est de reprendre votre quotidien d'étudiant, de ne pas forcément avoir des grosses remises en question d'orientation, parce que je ne pense pas non plus que le meilleur moment pour se remettre en question, ce soit dès le mois de janvier, février, parce qu'en fait, on a toujours des examens qui arrivent, on a toujours des choses qui nous préoccupent. C'est ce que je trouvais dommage avec le système même de sélection et de toutes les choses qui nous ennuient lorsqu'on est à la fac de droit, qui nous préoccupent. On a toujours cet espace de nuage noir lorsqu'on est étudiant qui traîne au-dessus de nous et qui nous empêche réellement d'être clair. Et c'est pour ça que moi, le seul moment où j'étais vraiment libre et de pouvoir avoir les pensées les plus indépendantes possibles, c'était pendant les vacances d'été. Parce que j'avais plus ce nuage noir, quel qu'il soit, que ce soit celui de la sélection, de tel TD où je ne sais pas si j'ai bien répondu. Donc comme j'aurai mes résultats dans 2 semaines et demie, j'ai du temps à tuer avant de savoir quelle note j'ai. J'ai toujours un truc qui me préoccupe et je pense que c'est un truc qui vous concerne aussi. Vous avez toujours un truc qui vous préoccupe à la fac. Donc c'est pour ça que je vous invite à avoir ces remises en question-là, surtout aux vacances d'été. Mais donc, avant de remettre en question votre orientation cet été, je vous invite à le faire cet été et de continuer à le faire dans les prochaines semaines, mais de ne pas y donner trop de votre temps. Je vous invite plutôt à juste remettre en question votre méthode de travail, vos compétences, ce que vous apportez sur le marché de manière générale, parce que pour trouver votre voie, la meilleure façon, c'est de créer sa valeur, d'avoir de la valeur à apporter, que ce soit à un employeur ou que ce soit à vous-même, d'avoir vous-même la plus grande valeur possible si vous êtes un indépendant, parce qu'il y a plus ou moins 2 voies, la voie du salariat et la voie de l'indépendance. Mais dans tous les cas, c'est bien d'avoir de la valeur à proposer, c'est bien d'avoir des compétences à apporter. Je vous invite à remettre tout ça en question. Je sais que ça fait beaucoup d'informations que je vous ai données comme ça dans les dernières minutes, mais en gros, si vous voulez un timing, dans les prochaines semaines, remettez en question votre orientation. Non, c'est l'inverse. Remettez en question vos compétences, remettez en question votre méthode de travail, votre efficacité et de manière plus générale et beaucoup plus simple, juste remettez en question votre temps d'écran. Et tout ça, une fois que vous aurez, à partir du moment où vous remettez en question votre temps d'écran, tous les autres facteurs vont s'améliorer. Productivité, efficacité, concentration, tout ça va s'améliorer. Donc à la limite, si vous avez une chose à changer dans les prochaines semaines, c'est votre temps d'écran. Une fois que vous aurez passé un peu le rush des examens, des résultats, de la sélection si vous êtes en fin de licence, de quoi que ce soit qui vous tracasse, une fois que vous aurez passé ça et que vous aurez plus ce nuage noir qui traînera au-dessus de votre tête, commencez à penser à votre orientation. Mais faites-le cet été, parlez-en à vos amis, rendez-vous compte qu'eux aussi, ils sont paumés, même si eux aussi, ils ont des réponses préformatées, comme moi je les avais il y a quelques années. Parlez autour de vous, rendez-vous compte que beaucoup de personnes ici
ici j'en suis sûr, mais aussi dans votre entourage, ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire et aimeraient bien avoir plus de clarté là-dessus. Faites des balades de votre côté, écrivez des pensées de votre côté, stimulez votre muscle à créativité. Et puis dans les prochaines semaines, ne pensez pas à ça. Pensez à votre semestre, pensez à vos compétences, pensez à vos notes, pensez à vous, pensez à votre santé mentale, votre santé physique. Faites du sport. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, hein, je suis d'accord. Mais remettez en question votre monde à vous, votre monde académique, votre monde étudiant. Et pourquoi pas, dans les prochains mois, commencer à remettre en question votre monde plus orienter plus vos pensées vers vos remises en question vis-à-vis de votre orientation. Et puis faites ça, mais faites-le dans l'ordre. Commencez par vous, commencez par le monde académique, et puis ensuite cherchez à remettre en question carrément le jeu. Mais d'abord dans les prochains mois, jouez les règles du jeu, révisez vos examens et améliorez on va dire votre crédit étudiant dans le sens la valeur que vous avez apportée à la fac, la valeur que vous avez à la fac. Sortez un petit peu du lot, et puis à la fin de l'année, une fois que vous aurez passé ces premières épreuves, commencez à remettre en question le jeu tout entier si vous voulez changer de domaine et remettre réellement en question votre orientation. Mais faites-le au bon timing et surtout, ayez le maximum comment dire, et essayez de... Vous ne pouvez... Je ne sais pas quoi vous donner comme conclusion, je vous avoue. À part... en fait, là, je cherche le moment où je devais relier tout ça à TikTok. Et du coup, sachez, comme je vous l'ai dit juste il y a quelques minutes, que tout ce que vous cherchez à améliorer, productivité, efficacité, concentration, tout ce qui est hyper important pour un étudiant, naturellement, si vous diminuez votre temps d'écran, tout va s'améliorer. Et j'en ai lu des bouquins sur la productivité, l'efficacité, Deep Work. J'avais parlé l'an dernier de Deep Work, le bouquin de Cal Newport sur la productivité et la concentration. Si vous voulez vraiment résumer le livre rapidement, passez moins de temps sur votre téléphone et votre concentration va s'améliorer d'elle-même. Et j'ai fait aussi des formations sur la productivité, j'en ai suivi beaucoup sur la productivité, l'efficacité. Je peux vous assurer qu'au lieu de vous répéter juste les conseils qu'il y avait dans ce livre, vous parlez du Pomodoro, des techniques d'intensification, etc. Juste, s'il vous plaît, ce soir, regardez votre temps d'écran, essayez de le diminuer par 2 dans les prochains jours et rendez-vous compte que vos pensées seront plus claires et que vous aurez beaucoup plus de facilité à vous concentrer. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions juste après. Merci beaucoup. Wow. Là, ce que je vous propose de faire, c'est soit de répondre à vos questions s'il y en a s'il y a des personnes courageuses ici, c'est de répondre à vos questions directement et de vous tendre le micro. Et sinon, ce que je vous propose après, c'est de venir me voir individuellement si vous préférez me poser vos questions individuellement, qu'on discute ensemble. Et là, je pourrais aussi répondre à vos questions et reprendre mon rôle de confident que j'avais depuis la troisième. Mais avec plaisir d'échanger avec vous. Je voulais aussi vous remercier d'être venu, d'avoir fait le transport. Je sais que vous n'êtes pas forcément tous de Lyon, d'ici. Nous, on vient de Caen aussi, on vient d'assez loin et on est très content d'avoir fait le déplacement. Et j'espère que vous aussi, vous aurez passé un bon salon. Et puis voilà, si vous avez des questions à me poser, faites-le maintenant si vous voulez. Et sinon, faites-le dans 5 minutes ou 10 minutes, une fois que j'aurai répondu aux questions sur la scène comme ça. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser qui pourrait aider le groupe et qui n'a pas peur du regard des autres? On a un seul micro? Je le donne? Ou sinon, je pense que je t'entends. Hein. Oui, ma voix peut porter, je crois. Ouais, dis-moi. Alors, comment réduire le temps d'écran si jamais on passe notre temps à regarder vos vidéos qui sont actuellement? Pas mal. Déjà, c'est pareil parce qu'en ce moment, je suis pas hyper régulier sur YouTube, donc il y a moins de contenu à regarder. Non, justement, en fait, depuis l'expérience que j'ai faite en décembre de quitter les réseaux sociaux, j'ai publié aussi moins de vidéos forcément. Donc ça, c'est pas une excuse. Je publie pas assez de vidéos pour avoir tout le temps de la journée à regarder mes vidéos. Par contre, ce qui est vrai, c'est que en fait, sur YouTube, et moi-même, j'ai été piégé par ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chaînes cool. Et même moi, le problème, c'est que je connais parfois des personnes sur YouTube, donc je les apprécie en tant que personne, donc j'ai envie de regarder leurs vidéos à la fois pour le contenu, à la fois pour la personne. Et moi, je suis le premier à tomber dans ce vortex, tourbillon, tu appelles ça comme tu veux, mais vraiment d'être sur les réseaux et de perdre la notion du temps. C'est ça le problème. C'est aussi pour ça que TikTok ne met pas l'heure sur l'application, comme dans les casinos. Si vous êtes dans un casino, vous verrez qu'il n'y a pas d'horloge, contrairement à ici où il y a 5 horloges différentes juste derrière vous, parce que dans les casinos, l'intérêt c'est qu'on perd la notion du temps. C'est pareil sur TikTok, alors que YouTube par exemple propose toujours si vous regardez votre écran, vous verrez l'heure qu'il est. Sur TikTok, non. Du coup, tout ça pour dire, comment est-ce que moi j'ai diminué mon temps d'écran?
En fait, il y a eu deux approches que j'ai eues. La première, c'est de rajouter de la conscience, faire l'extrême opposé de ce que veulent nous faire faire les réseaux sociaux, les algorithmes et les grands groupes derrière ces réseaux sociaux. C'est donc de rajouter de la conscience, donc avoir mon temps d'écran toujours disponible. Là, ça va s'adresser seulement à personnes qui ont un iPhone, mais en gros, sur la nouvelle version d'iOS, on peut mettre un widget directement sur son temps d'écran, son temps d'accueil, on peut mettre son temps d'écran pour qu'il soit toujours visible en fait. Donc en gros, j'ai juste cherché des techniques pour avoir toujours mon temps d'écran disponible. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en gros là, moi dès que je vais sur mon téléphone, là on voit qu'il y a 1h24 de temps d'écran. Quand je vais sur mon téléphone, la première chose que je vois, c'est mon temps d'écran. Mais je sais que sur Android aussi, on peut trouver une façon d'être le plus conscient possible de son temps d'écran, si on peut en faire un widget ou peu importe, si on peut faciliter le fait d'être conscient de ce chiffre. En gros, tout ce qui nous permet d'être plus conscient du temps d'écran, c'est bien. Parce qu'il y a cette phrase qui dit que tout ce qui se mesure s'améliore. À partir du moment où tu es conscient du temps que tu passes sur les réseaux, tu vas avoir un peu ce jeu qu'on aime tous avoir entre nous, c'est de passer le moins de temps possible sur le temps d'écran. À partir du moment où tu es conscient du chiffre en fait. Comme pour une transformation physique, je ne sais pas si vous avez vu, bon moi je vais donner des rêves de YouTube, mais si vous avez vu la vidéo de McFly Carlito ou des vidéos de transformation physique de manière générale, la première étape c'est de se peser. Parce qu'une fois que tu t'es pesé, tu as envie de jouer avec ce chiffre, tu as envie de le diminuer ou de le monter, mais une fois que tu es conscient du chiffre, tu peux commencer à avoir des actions et comprendre le sens de ce que tu fais. Donc, première action que j'ai faite, c'est de mettre mon temps d'écran le plus visible possible sur mon téléphone, que ce soit la première chose que je vois. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de rendre ma vie plus intéressante que n'importe quelle chose que je pourrais voir sur les réseaux. Parce qu'en fait, sur les réseaux, on se rend compte à un moment, c'est que tout ce que tu peux voir sur les réseaux, c'est toujours la version Wish de ce que tu pourrais faire dans la vraie vie. C'est toujours la version moins bien. Par exemple, c'est vrai que c'est agréable de discuter avec des personnes. Alors, moi, j'ai des parents qui habitent très très loin, donc je suis très content d'avoir les réseaux pour parler avec eux. Mais c'est quand même pas du tout la même chose de parler avec une personne d'humain à humain que de parler avec une personne par message. Et ça marche dans tous les domaines, que ce soit toutes les choses que tu peux faire sur les réseaux, tu peux toujours trouver une version plus agréable à faire dans la vraie vie. Et donc moi, les phases de ma vie où je passais le plus de temps sur les réseaux, c'était les phases où ma vie était moins intéressante, ma vie réelle était moins intéressante que ce que je pouvais faire sur les réseaux. Et donc à partir du moment où ma vie réelle devenait plus intéressante que ce que je pouvais faire sur les réseaux, naturellement j'avais envie de passer plus de temps dans cette vie que dans celle-ci. Et d'ailleurs, quand je jouais beaucoup aux jeux vidéo, il y a une phrase qu'on disait beaucoup entre gamers, c'était que ce jeu il permettait de s'échapper. Et en fait ce que j'ai fait, mais c'est un travail de longue durée, hein, c'est sur des années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une vie de laquelle j'avais plus besoin de m'échapper. Et j'avais plus envie de jouer à un jeu vidéo pour m'échapper parce que je voulais pas m'échapper, au contraire je voulais m'échapper de ces distractions. Ça c'est un petit peu la réponse idéale à donner, mais aussi ça n'a pas commencé comme ça en fait. Au jour où je me suis dit je vais faire en sorte que ma vie réelle soit meilleure que ma vie sur les réseaux, ma vie réelle était toujours moins bien que ma vie sur les réseaux. C'est pas parce que je me suis dit je vais changer que ma vie est devenue d'un coup super. En fait, je me suis forcé au début aussi à quitter les réseaux et à sortir, c'est le fameux tu vas te balader, c'est vraiment un truc que je me suis dit et tu vas sortir de chez toi et je me suis forcé au début à ne plus avoir ces distractions. Et puis après c'est un processus un peu long terme, un peu comme avec la nourriture quand j'ai commencé ma transformation physique, en fait tu t'habitues au début à la nourriture transformée, hyper transformée, tu connais que cette nourriture en fait, puis après petit à petit tu commences à apprécier les plats un peu moins industriels et puis tu commences à avoir une nourriture à apprécier plus la nourriture en fait. Et tu te rends compte que c'est comme les réseaux quoi. Tout ce que tu peux faire dans la vraie vie est mieux que ce que tu verras sur les réseaux. Mais du coup, il y a cette barrière à passer à partir du moment où ta vie réelle devient un peu plus intéressante que la vie sur les réseaux. Ça devient plus simple. Mais au début, il faut se forcer à quitter les réseaux alors que tu n'es pas obligé de le faire et que ça t'apporte quand même un échappatoire. Okay, et puis de ne pas être trop dur avec soi-même. Je passe encore des journées parfois où je suis beaucoup moins fier de ce que je fais en termes de temps d'écran. Donc voilà, il y a des journées, j'imagine que si on va dans mon temps d'écran, des 15 derniers jours, il y a une semaine, j'ai peut-être passé 6 heures sur mon téléphone un jour, voilà. Tu vois, je n'étais pas très fier de moi le soir, mais je ne suis pas trop dur avec moi-même parce que je sais que le jour d'après, je vais essayer de faire mieux. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. D'autres mains levées? Non? Si? Dis-moi. Du coup, j'avais une question. Tu as parlé du coup d'orientation. Et des fois, à force de vouloir du coup s'orienter ou trouver une voie, donc la question est vraiment trouver sa voie, et on en devient un peu comme maladif on est en manque de confiance en soi parce que
bah, on se dit ça et on fait ça et après non c'est pas ça, on fait ça et après non c'est Mm. pas ça. Et enfin moi personnellement je me suis orientée 3 fois et à 3 fois c'est inspirant mais pas assez pour continuer. Et du coup bah, ça rend, enfin ça devient vraiment un manque de confiance et on est un peu perdu du coup sur ce que l'on veut faire et on est même plus sûr de... Bah, je trouve que c'est vraiment devient même pathologique Mm. au final dans... Ok, tu testes un truc, et puis tu connais le processus, tu sais qu'au début tu vas trouver ça Voilà. trop bien, puis après C'est ça va ça redescendre. devient même cyclique, j'ai l'impression que c'est même dans une journée et il va arriver un moment où c'est bah, dans la tête, c'est mort en fait parce que peut-être que c'est une question aussi d'habitude. Le fait du coup à force d'avoir répété bah, ce même schéma, j'essaye mais ça ne marche pas parce que j'ai essayé, ça n'a déjà pas marché même si je suis dans un autre cursus. Mais, et du coup là ça devient la question c'est comment réussir à continuer dans quelque chose qui ne t'inspire pas parce qu'au final c'est pas que rien n'est inspirant, même si c'est intéressant c'est pas inspirant, c'est pas la même chose entre intéressant et Ok, parce que là, ce que tu fais actuellement ne t'inspire toujours je suis en pas. médecine et c'est quand je suis venue j'ai vu le droit et je trouve ça intéressant mais C'est un peu le syndrome de l'objet brillant, dès que tu vois un truc un peu nouveau, tu te dis... voilà, c'est est-ce que je fais et ensuite bah nouveau bah non puisque c'était intéressant mais après et j'ai l'impression qu'aussi ça joue un peu comme un effet de j'essaye, la vie c'est un essai et donc j'essaye parce que c'est tout au démarrage bah, c'est une découverte mais dès que la chose bah, elle devient comme une sorte de routine, habitude bah c'est bon j'ai vu et hop je veux passer à autre chose sauf qu'au final si on n'est pas dans un certain truc régulier bah, la chose va passer et bah, sans diplôme, hein, sans compter le diplôme, si on s'arrête en plein milieu, bah, il n'y aura jamais de continuité, donc on ne va jamais Ouais. réellement avancer. Ok. Dans ce cas-là, si vraiment tu as testé beaucoup d'activités différentes et qu'à chaque fois c'était toujours le même cycle, ce que je te conseille, c'est d'adopter l'approche plus professionnelle plutôt que l'approche passion. L'approche passion, c'est je commence à adorer un truc et puis en fait, si vraiment ça te passionnait ça, si tu avais trouvé un truc qui te passionnait, tu te serais pas posé ces questions-là pour les activités d'avant. Et du coup, je te conseille d'adopter l'approche plus professionnelle que j'adoptais à un moment pour le droit parce que je me rendais compte que c'était pas ma passion, mais que j'avais pas envie de changer à chaque fois de choses parce que mine de rien, tu commences à avoir des licences. J'arrive en master, du coup, tu vois, tu peux pas à chaque fois te réorienter et puis recommencer un nouveau cursus à chaque fois. Et du coup, je te conseille d'adopter l'approche plus professionnelle où tu vas te dire que tu vas agir comme une professionnelle, c'est-à-dire que tu vas chercher à être juste plus compétente et tu vas pas chercher des choses dans ce qui relève plus de la passion, le plaisir, la satisfaction, le sens, etc. Tu vas plus rechercher ce qu'on pourrait chercher dans le monde professionnel, donc juste purement la compétence. La compétence et la discipline et toutes ces compétences que tu apprends lorsque tu fais un truc difficile, mais déconnecter ça de la passion, parce qu'a priori, c'est pas quelque chose qui te passionne, ça, ce que tu fais. Et ce que tu as fait précédemment ne te passionne pas non plus. Donc, par exemple, moi, quand j'étais en droit et que je sentais que ça me passionnait pas, que je me suis laissé assez de temps, hein, mais c'est vraiment un curseur. Il y a la passion, il y a la détestation et il y a, selon moi, adopter un esprit professionnel, dans le sens où tu sais que ça ne te passionne pas, tu n'es pas ici, mais tu vas essayer d'adopter quand même, d'être le plus compétent possible et de voir ça comme ton job, comme ton métier. Un truc que tu fais, mais qui ne te passionne pas, mais que tu fais parce que c'est ton job et tu le fais même si tu ne te sens pas de le faire tous les jours. Et du coup, quand j'étais en droit, c'était ça. Je savais que j'étais au milieu. Et donc, ma question quand j'allais en droit, c'était pas est-ce que ça me plaît, est-ce que ça va être ma passion, c'était est-ce que juste je peux devenir plus compétent. Donc c'est purement une approche professionnelle. Et donc je t'invite à, parce que peut-être que ce sera ton cas dans les prochaines années, tu auras un job professionnel et une passion à côté. Et donc peut-être que tu as déjà trouvé ton job ou que tu vas le trouver dans les prochaines années, ton métier. Et ensuite, je t'invite à trouver une activité qui, elle, peut-être te prendra moins de temps qu'un cursus professionnel comme médecine, droit, etc., qui, elle, te passionnera et qui te permettra d'avoir ce côté passion qu'on devrait tous avoir, selon moi, dans notre vie. Un truc qui te passionne, mais peut-être d'avoir à côté ton métier. Si, mais tu peux pas allier par exemple, je sais pas, des études. Si les études de droit te passionnent et qu'à côté tu fais les études, tu peux pas faire médecine et droit, un pour la passion et un pour le métier. Alors que si tu avais un petit projet à côté qui te passionne, qui te prend quelques heures de ton temps chaque semaine, mais qui n'est pas un cursus professionnel comme le droit ou les études de médecine, bah là tu
tu aurais ton métier, ton job, qui est peut-être moins fun, mais qui paye les factures et qui en plus t'aide à avoir des compétences, et à côté la passion. En fait, c'est très privilégié d'avoir à la fois une passion qui en plus permet d'avoir des compétences et des revenus en même temps. Souvent, la passion, c'est un truc qui est complètement déconnecté de ton métier à côté. C'est ce qui donne le côté passion, c'est le fait que c'est hyper polarisant, les deux activités entre elles n'ont rien à voir. D'ailleurs, les juristes les plus passionnés que j'ai rencontrés dans ma vie, que ce soit des professeurs ou des professionnels dans le milieu du droit, souvent ils avaient des passions complètement déconnectées du droit. Parce que c'est ça qui leur faisait plaisir, c'est d'avoir à la fois un métier hyper traditionnel, hyper rigoureux, hyper axé sur la compétence, et pas le plaisir du tout. Pas du tout. Les étudiants en droit, et les professionnels du droit, ils vont pas au tribunal en se disant je vais kiffer ce procès. Tu vois, ils se disent faut que je sois compétent. Tu vois. Et à côté, ils avaient une passion. Et par exemple, mon doyen à la fac de Caen, l'ex-doyen de la fac de Caen, ce qui est marrant, c'est que c'est un doyen qui est hyper rigoureux, hyper sérieux, qui est un des plus jeunes doyens de France. Et à côté, il est chanteur-compositeur. Et il fait des chansons, il fait des reprises et il fait ses propres chansons. Et pour moi, il incarnait beaucoup à la fois la passion qui est hyper déconnectée du milieu juridique où on est très sérieux, très discipliné, rigoureux, cadré, etc. Et le milieu plus artistique, créatif, chanteur, qui est vraiment à l'opposé de ça. Donc peut-être que tu seras une personne qui aura un métier rigoureux et que tu ne devrais pas, lorsque tu commences une nouvelle activité professionnelle, chercher les critères de la passion. Est-ce que tu vois, est-ce que ça t'a aidé? Enfin, je vois, mais c'est vrai que par exemple, la médecine ou des grandes études, elles demandent tellement une rigueur. Moi, j'aime beaucoup les sports. Et allier par exemple le sport à la médecine, bah, en fait, c'était tellement pas quelque chose qui puisse être mis ensemble que j'ai délaissé mon côté médecine et je me suis vraiment axée sur du sport. Et donc, j'ai complètement détruit. Donc, tu ne pouvais pas réussir médecine en plus, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que C'est ça qui est compliqué à gérer du coup entre deux choses que tu aimes, enfin quelque chose que tu aimes, mais dans la société tu ne peux pas en faire quelque chose. Bah, ça peut pas payer ton loyer. Oui, c'est ça. C'est un peu ça que je reproche aux études de médecine, dans le sens où ça te laisse pas le temps d'avoir une vie à côté. Mais c'est sûr que quand tu fais des études de médecine, tu n'as pas le choix, tu peux pas développer une passion à côté. Et ça, en général, tu l'apprends les premières semaines et c'est à ce moment-là que la plupart arrêtent ou que la plupart commencent à être déçus parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont vraiment pas le temps de faire quelque chose à côté. Moi, ce que j'apprécie avec les études de droit, c'est qu'au moins ça te laisse le temps d'avoir un projet à côté. Même si ça devient compliqué, si tu commences à avoir des études de droit plus un job, plus une passion, là ça devient compliqué. Mais les études de droit te laissent quand même un minimum de temps pour avoir ces projets à côté, ces petits projets passion. Les études de médecine, non. Dans ce cas-là, ouais, il n'y a pas de secret que tu ne connais pas. C'est juste que quand tu es en médecine, tu ne peux pas avoir un projet à côté la première année, ni la deuxième, sûrement. Et donc, tu dois juste l'accepter parce que c'est les règles du jeu. Et le jeu, il y a des personnes qui essaient de le changer actuellement, mais pour l'instant, le jeu est fait ainsi et tu peux pas avoir. Je pense, j'ai jamais rencontré un étudiant en droit, en médecine, qui a lancé une chaîne YouTube en médecine la première année, par exemple. Ça arrive toujours après, 3e, 4e année. Donc, même pas parce qu'après c'est l'interne. Ouais. Dans les hôpitaux et tout, t'as pas le temps parce qu'il y a des gardes. Ok. Mais du coup, j'ai répondu à ta question ou est-ce que c'est quoi si je peux répondre à un problème Enfin, moi c'était parce que j'ai vu que toi ta chaîne YouTube tu l'as commencé en 2e année je crois, lorsque tu étais en 2e année de droit. En master 1. En master 1 ça veut dire ta 4e année. D'accord. Mais du coup est-ce que tu aurais pensé être capable de commencer avant et d'avoir du coup un temps assez régulier pour créer quelque chose, un projet et en même temps tenir à tes études? En L2? Ouais, ou L1. En L1, non, parce que justement, à ce moment-là, je me concentrais sur méthode de travail, efficacité, productivité. En fait, les bases qu'on devrait vous apprendre lorsqu'on est à la fac, apprendre à vous organiser, être productif. Ce que j'essaie de transmettre dans la série SOS étudiant, où j'essaie de donner juste les bases de l'apprentissage, même apprendre à apprendre aussi. Donc non, en première et deuxième année, je me concentrais sur les bases. Et une fois que j'avais mes bases et que j'avais la méthode, la fameuse méthode du commentaire d'arrêt à la fac de droit et la méthode de dissertation, cas pratique, etc., que j'avais déjà de l'expérience, là j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc tu vois, je ne l'aurais pas fait en première année. Et à ta place en médecine, je n'aurais pas lancé de projet à côté, j'aurais essayé de faire du sport quelques heures par semaine, mais j'aurais pas réussi non plus à faire les deux en même temps. Donc ça, c'est vraiment l'exception médecine, malheureusement. J'ai vu qu'il y avait une autre question au fond. Ouais. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point que tu as cité. Yes, dis-moi.
fait, est-ce que toi, tu as déjà eu le constat de devoir peut-être t'éloigner des amis qui t'élevaient pas forcément, alors que tu les appréciais quand même, et comme tu n'as pas cette démarche-là de... Je sais pas, tu sens pas qu'ils t'élèvent. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que il y a une raison pour laquelle il y a deux raisons pour lesquelles vous n'avez jamais vu mes meilleurs amis sur YouTube. La raison officielle que je donne sur YouTube, c'est que j'aime pas partager ma vie privée. La vraie raison cachée, il y a toujours, en fait, quand on dit un truc, il y a toujours la raison officielle et la raison officieuse. La raison officieuse, c'est que mes meilleurs amis, ce sont des personnes qui sont complètement différentes de moi, qui sont des fans de soirées hardcore, qui font des soirées tout le temps, qui aucun ne fait de la musculation ou du sport même de manière régulière, tu vois. Ils s'intéressent pas forcément au dev perso, à l'amélioration de soi, etc. Donc en fait, j'ai toujours été, lorsque j'ai vu cette phrase, les 5 personnes qui nous entourent sont les personnes qui nous influencent le plus, et que je voyais des personnes qui disaient si vous avez des personnes qui ne pensent pas dans la même chose que vous, retirez-les de votre vie, etc. J'étais toujours un peu embêté parce que je les voyais, je faisais je les aime bien quand même, ces meilleurs, je les connais depuis le CP, je vais pas faire ça. Et du coup, j'avoue que même si je les apprécie et que c'est mes meilleurs amis depuis tout petit, en fait, ce que j'ai fait, c'est une approche un peu où j'essaie de faire plaisir quand même à tout le monde et de me faire plaisir à moi aussi parce que j'ai pas envie de les enlever de ma vie et je trouverais ça stupide juste parce que on n'a pas exactement la même vision de vie et qu'on n'a pas les mêmes habitudes de retirer quelqu'un de sa vie directement. Je pense que les personnes qui font ça, soit n'ont pas de cœur, soit n'ont pas de vrais meilleurs amis parce que je me vois pas faire ça du tout. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me suis rendu compte qu'au quotidien, je les voyais pas tous les jours déjà, alors que je voyais beaucoup de personnes sur les réseaux parfois qui m'inspiraient, me donnaient des conseils, qui étaient un peu mes mentors sur Internet. Donc en fait, je les voyais plus que mes meilleurs amis. D'ailleurs, c'est une réflexion que je m'étais faite il n'y a pas longtemps, mais en vrai, les influenceurs, j'imagine que vous suivez, vous, des influenceurs, des youtubeurs, des personnes sur les réseaux, comparez le temps que vous parlez ou que vous voyez ces personnes sur les réseaux au temps que vous appelez vos parents. En fait, vous les voyez beaucoup plus que votre famille, hein, et ils vous influencent beaucoup plus que votre famille. Alors évidemment, la famille a eu un impact beaucoup plus fort parce qu'elle a créé la structure de notre vie de 1 à 16, 18 ans, et qu'elle a influencé une grande partie de qui on est, même si on peut changer notre identité avec le temps, etc. Mais la famille, elle a quand même créé le socle quoi, de qui tu es, plus ou moins. Elle a créé ton enfance aussi. Donc évidemment, on est influencé je pourrais jamais... je suis forcément influencé par mes meilleurs amis, même s'ils ne vont pas dans la même direction. Mais ce que j'ai fait, c'est juste que je suis parti du principe que j'avais besoin de 80% du temps voir des personnes et être influencé par des personnes qui allaient vers la même direction que moi. Donc mon réseau professionnel, en l'occurrence, les youtubeurs que je vois et avec qui je parle et que je vois sur les réseaux aussi. Et puis 20% du temps, je pars du principe que le moment où je vois mes meilleurs amis ne va pas changer la direction que ma vie va prendre. C'est pas parce que je les vois une soirée ou qu'on se parle que d'un coup, parce que j'ai envoyé un snap à mon meilleur pote, c'est bon, je ressens une énergie qui me pousse à ne plus prendre ma vie en main, tu vois. Donc c'est vraiment une question de... Ouais, c'est un peu de la même façon que c'est pas parce que tu manges une fois un repas qui ne va pas dans le sens de ta transformation physique ou de ton régime ou quoi que ce soit, que tu vas prendre du poids d'un coup ou que tu vas perdre tous tes muscles, tous tes efforts. Donc j'essaye en gros de les voir à une fréquence qui rendrait irraisonnable le fait de perdre tous mes résultats accomplis, tous mes efforts réalisés les dernières semaines. Mais il faut faire quand même attention, parce que c'est vrai que tu te rends compte, moi je me rends compte, je reprends vite les expressions des gens, et je sais que lorsque je passe du temps avec des potes, je reprends leurs expressions, etc. Et je me rends compte de l'influence qu'ils ont en fait, sans s'en rendre compte. En fait c'est l'inconscient, quoi. Donc j'essaie de faire gaffe, et puis 80% du temps je suis avec des personnes qui vont dans la même direction que moi. Et mes potes, je les vois pas comme un obstacle sur le chemin, je les vois, petite déviation, ils m'emmènent vers une petite déviation et puis comme ils ont un bon fond, ils me ramènent vers le droit chemin, ils savent ce qui me plaît. Donc voilà. Bonne question, challenge aussi pour moi de mon côté depuis des années. Ouais. Est-ce que toi tu considères que tu as trouvé ta voie? Parce que j'imagine qu'on a quand même toujours des doutes et puis qu'on est quelque part, donc comment on sait qu'on est au bon endroit? Ouais, alors je me souviens avoir dit en début de conférence que j'avais trouvé ma voie, mais que je ne savais pas exactement quelle direction j'allais donner à ma vie dans les prochaines années. Et c'est un peu ça ma réponse, c'est que j'ai trouvé ma voie, je sais ce que j'aime faire, je sais dans quoi je suis bon, je sais dans quoi je ne suis pas bon, j'ai appris à me connaître, on va dire, donc je sais plus ou moins dans quel milieu je pourrais me plaire. Et maintenant, je vais un peu changer la direction de ma vie, mais c'est plutôt changer la direction de ma chaîne YouTube. Donc ça va plutôt, quand je disais changer la direction de ma vie, c'est plutôt où est-ce que je vais vivre plus tard,
avec qui, quel milieu professionnel est-ce que j'ai envie de me rapprocher du milieu de l'influence ou plutôt du milieu du sport, ou de quel milieu je vais me rapprocher. Mais disons que le gros du travail est fait parce que je me connais bien et je sais mes qualités, mes défauts, etc. Donc tu vois, j'ai fait le travail qui m'a permis de trouver ma voie. Et maintenant, c'est vraiment une petite inclinaison, un petit degré qui va changer sur la boussole, quoi. Donc voilà, c'est ça ta question? Tu t'es pas plus posé de questions que ça. Enfin, tu savais, une fois que tu étais dans cette voie, tu savais. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est vrai. C'est ce qui me fait penser que les gens qui disent quand vous rencontrerez le vrai amour, vous le saurez. Quand vous aurez un enfant, vous verrez, votre vie va changer. Je crois ces personnes maintenant parce que ça me l'a fait pour la passion. J'ai fait là. C'est bon. Donc ouais, j'ai trouvé ma passion il y a quelques années. Après, il y a plusieurs passions. Il y a d'autres choses qui vont te faire avoir les mêmes sensations. Mais la sensation que tu as lorsque tu trouves un truc qui te passionne, celle-là, tu la ressens et tu es au courant. Donc j'espère que tu pourras l'avoir dans les prochains mois ou années. Tu pourras m'envoyer un mail, comme j'ai dit en début de conférence, si tu n'es pas contente. Envoyez-moi un mail si vous êtes content ou pas des résultats 12 mois après la conférence. J'ai vu une autre question, il me semble. Ouais. J'avais une question par rapport à tes 3 ans et 6 mois du coup. Oui. C'est est-ce que au fond de toi, tu savais pas un petit peu déjà ce que tu voulais faire, mais je sais pas, genre tu voulais, juste essayer, tu croyais pas ou je sais pas quoi? Ouais, ma théorie c'est qu'en fait on sait tous au fond ce qu'on veut faire déjà de notre vie. Je pense pas que, en gros mon rôle en venant aujourd'hui, je me suis pas dit que j'allais vous donner des informations qui vont... je vais pas vous faire découvrir de métiers aujourd'hui par exemple, je vous ai parlé d'aucun métier aujourd'hui, je vous ai pas fait découvrir des passerelles ou des choses qui vont vous permettre de découvrir des métiers. Ma théorie c'est que vous avez tous déjà la réponse en vous et que vous avez besoin de moins d'informations maintenant. Vous avez besoin de moins de réseaux, de moins de distractions. Et si vous avez besoin de plus, ce serait plutôt plus de balades et plus de temps sans distraction. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de plus nécessairement d'informations, mais vous avez besoin de passer du temps sans distraction. Et du coup, c'est ça ma théorie. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de vous pousser à passer moins de temps sur les réseaux, plus de temps dans votre tête, à réfléchir et à affiner vos pensées, et pour trouver ensuite la solution. Après, ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines semaines aussi, tu peux rencontrer des personnes qui vont te faire découvrir un nouveau métier que tu n'as pas encore en tête aujourd'hui, mais que tu vas pouvoir faire après. Mais c'est possible que tu aies déjà la réponse, oui. Mais moi, il me semble pas qu'il y a 3 ans et 6 mois, j'avais déjà la réponse. Mais j'avais besoin d'être dans l'état d'esprit de « il faut que je trouve quelque chose ». Et pas juste « je dis que je cherche alors que je cherche pas vraiment ». Ok? C'est good? Ok. Je crois que j'avais vu une autre question, peut-être une dernière question. Non? C'est tout bon. J'espère que vous aurez apprécié la conférence. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'ai ce défaut-là de parler assez vite en conférence. On est dans les temps là? C'est bon? Ok. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. J'espère que vous avez pu apprendre des choses et que surtout vous avez retenu l'essentiel de cette conférence. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment, ça compte pour moi de voir des salles remplies comme ça. Et puis j'imagine que les personnes qui sont parties ont passé quand même un bon moment. J'espère qu'elles repartiront avec des informations utiles. Et puis je vous invite à venir me voir à la fin de cette conférence. Je ne pars pas tout de suite. Je suis là pour répondre aussi à vos questions plus individuelles si vous en avez. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, beaucoup de réussite dans vos projets et vos révisions. Et puis j'espère que ça va le faire pour vous cette année et pour les années suivantes. En tout cas, merci beaucoup et puis rentrez bien chez vous.